Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, Marc-Antoine Pérouse de Monclos, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, chercheur, spécialiste des conflits armés sur le continent. Vous avez publié il y a quelques mois Un djihad sans foi ni loi, terrorisme et insurrection en Afrique aux éditions du PUF. Le Gabon, on le disait à l'instant, tourne aujourd'hui la page d'un demi-siècle de règne de la famille Bongo avec cette prestation de serment attendue dans la matinée. On en parlait avec Cyril Payen depuis Libreville il y a un instant. Une prestation de serment de Brice Oligui Nguema, rapide, 5 jours seulement après le coup d'État. Une prestation de serment pour dire quoi? Pour installer quoi? Aussi pour ravir la victoire électorale de l'opposant qui prétendait finalement reprendre la suite de la dynastie Bongo. Maintenant, on a un petit peu l'impression sur le Gabon que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, parce que c'est quand même tous des gens qui sont issus du système Bongo. Il faut le rappeler, que ce soit les militaires ou les opposants qui sont présentés aux élections. Mais en tout cas, cette prestation de serment est une manière d'acter le coup d'État militaire, et on va voir vers quoi va s'orienter maintenant le Gabon. Le soutien populaire est réel? Oui, mais il faut voir que c'est quand même une situation très différente de ce qui s'est passé au Sahel, où là aussi il peut y avoir un soutien populaire, mais pour des raisons différentes. Là, il s'agit quand même d'un coup d'État qui met fin à une dynastie qui était au pouvoir depuis beaucoup de décennies. Donc on est quand même dans une condition de prise du pouvoir qui est très différente de celle, par exemple, du Niger, où là on a renversé un président élu il y a à peine 2 ans, si vous voulez. Ça n'a absolument rien à voir. Donc les conditions de la popularité des militaires au pouvoir sont très différentes au Gabon de ce qu'elles peuvent être dans des pays qui sont eux-mêmes en guerre contre les groupes djihadistes, comme au Niger, au Burkina ou au Mali. D'où la réaction de la France, de la diplomatie française, que d'aucuns ont jugé mesurée en raison des doutes, plus que des doutes sur les résultats de la présidentielle. Oui. Vous le disiez à l'instant, 5 pays d'Afrique francophone ont connu des coups d'État militaires en 2 ans. Le Guinée, le Mali, le Burkina, le Gabon et il y a un peu plus d'un mois, le Niger, vous l'évoquiez à l'instant. Est-ce que vous y voyez, comme d'autres plus largement, la faillite des États post-coloniaux ? Oui, d'une certaine manière, parce que ce qu'il faut noter, c'est que les militaires qui prennent le pouvoir bénéficient d'une certaine popularité. Donc c'est aussi une façon pour certains Africains de marquer leur désaffection, leur déception vis-à-vis des modèles démocratiques parlementaires post-coloniaux dans lesquels ils ne se reconnaissaient pas forcément, parce qu'il y avait eu des déviances de la classe politique, notamment en termes de corruption. Ce qui ne veut pas dire que les militaires au pouvoir soient moins corrompus que les civils, mais c'est peut-être moins indirectement visible, parce que les militaires sont souvent protégés par le secret défense. Ils ont une culture de l'opacité qui rendent leurs exactions peut-être moins directement visibles que dans les régimes civils. Mais en tout cas, oui, ça marque la fin d'une époque. Et pas complètement, parce que d'une certaine manière, on a un petit peu l'impression de revenir aussi à la période de la guerre froide, où justement on avait énormément de régimes militaires. Là, on a l'impression d'un retour en arrière, quelque part, après cette troisième vague de démocratie, comme on l'appelait dans les années 90, où justement on avait mis fin au régime de parti unique, de présidence à vie, de régime militaire. Là, on a l'impression aussi quand même d'un retour en arrière. Vous parlez de la guerre froide parce que vous avez en tête l'influence grandissante russe en Afrique, ou pas tellement? Non, pas tellement. Je parle de la nature des régimes politiques qui étaient déjà quand même très militaires aussi, mais qui avaient beaucoup évolué dans les années 90. Toutefois, il y a un vrai gain d'opportunité pour la Russie. Oui, indéniablement, tout ce qui gêne l'Occident va bénéficier à la Russie. Donc c'est un jeu qui est plutôt favorable à Poutine. Ce qui ne veut pas dire que Poutine est derrière ces coups d'État. Les Africains sont maîtres de leur destin et c'est eux qui font ces coups d'État. Ils ne sont pas commandités par une puissance extérieure. Alors précisément, Catherine Colonna, la ministre française des Affaires étrangères, a donné une interview au Monde ce week-end dans lequel elle dit que les attaques contre la France ou ses soldats ou ses intérêts, comme celles qu'on connaît au Niger depuis 3 jours avec ces manifestations à l'encontre de la présence des militaires français au Niger, et l'expression d'un populisme qui a besoin d'un bouc émissaire. C'est le mot employé par Catherine Colonna. Vous êtes d'accord avec elle? Oui, c'est-à-dire qu'en l'absence d'une légitimité électorale, les militaires qui prennent le pouvoir jouent sur la fibre nationaliste et souverainiste. Donc pour ça, le bouc émissaire, l'ancienne puissance coloniale, vient tout de suite à l'esprit, parce que c'est une façon de se construire une légitimité qu'ils n'ont pas par les urnes. Donc là-dessus, c'est aussi une manière de se défausser de leurs propres responsabilités dans leurs échecs, notamment au Sahel, dans le combat contre les groupes djihadistes, sachant que les armées, par leurs exactions, ont très largement contribué en fait à la
poursuite des hostilités. C'est-à-dire qu'en tuant des civils, en stigmatisant certains groupes communautaires, comme les Peuls ou bien les Touaregs ou d'autres, finalement, on a précipité aussi les civils dans les groupes djihadistes pour se défendre, pour sauver leur peau, échapper au massacre, à l'exécution extrajudiciaire, à l'arrestation arbitraire. Et donc, les armées sont très largement responsables, en fait, de la poursuite des combats contre les groupes djihadistes. Mais c'est évidemment une façon de se dédouaner de leurs responsabilités que de dire que tout est de la faute de l'ancienne puissance coloniale. Et en plus, ça marche. Certains segments de la population croient à ça, effectivement. Croient que la France était venue là pour diviser, pour mieux régner, pour utiliser les djihadistes, pour recoloniser le Sahel. Donc ces théories complotistes ont une certaine popularité qu'il est difficile d'évaluer proprement. On n'a pas de sondage très précis quand même dans ce domaine. On ne sait pas notamment ce que pensent les masses rurales. C'est pas parce qu'il y a une manifestation de quelques nationalistes avec des drapeaux devant une ambassade de France dans une capitale que l'ensemble du pays voue aux gémonies l'ancienne puissance coloniale. Il ne faut peut-être pas aller trop vite dans ce domaine. Est-ce que vous diriez que la France aujourd'hui est dans une forme d'impasse? Il y a, au Niger, je veux dire, il y a ce bras de fer notamment autour de la présence ou du maintien de l'ambassadeur de France à Niamey, dont la junte ne veut plus. Paris, pour l'instant, le maintien. Est-ce que c'est tenable? Alors, est-ce que c'est tenable? Je n'en sais rien. Est-ce que c'est faisable? Je n'en sais rien. En revanche, pour une fois, on est en adéquation avec nos valeurs. On a effectivement un président qui avait été élu, qui d'ailleurs fait de la résistance à lui tout seul. Il a refusé, on lui met un pistolet sur la tempe, il refuse de signer une lettre de démission. Il était en train d'essayer d'améliorer, de réformer le régime, parce qu'il y avait de la corruption dans le régime de son prédécesseur. Et justement, les gens, notamment Tchiani, qui a pris le pouvoir, étaient un peu la quintessence, le symbole de cette corruption. Donc là, on est en respect avec nos valeurs, parce qu'on soutient un président qui avait été démocratiquement élu, qui est un peu un héros de la démocratie d'ailleurs, parce que je me demande dans quelle mesure sa fermeté, sa ténacité, son refus de signer une lettre de démission ne lui vaut pas aussi un certain respect de la part des Nigériens. On va voir, ça va se jouer dans la durée. Mais en tout cas, contrairement à ses homologues du Burkina et du Mali, qui eux tout de suite avaient signé leur lettre de démission lorsque les militaires sont arrivés au pouvoir, ce n'est pas le cas de Bazoum, qui pour l'instant tient, est finalement séquestré à la présidence, dit-on, sans eau et sans électricité, avec sa femme et son fils, et qui refuse de plier. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se jouer là, sachant que le leader du push n'était pas forcément très respecté par les autres corps d'armée, justement parce qu'il représentait un peu le précédent régime, avec tout ce qu'il pouvait avoir eu de néfaste ou de pervers dans certains détournements, notamment sur les contrats d'achat d'armes. Il y a eu quelques scandales retentissants en la matière. Un président, disons déchu, renversé, disons, qui est toujours séquestré, une CEDEAO qui promet depuis un mois et demi maintenant d'intervenir. Fait des menaces qui ne sont pas suivies d'effet. Non, ça n'arrivera pas. On voit mal le Nigérien, qui a déjà lui-même beaucoup de problèmes avec Boko Haram, avec différents groupes séparatistes, avec les gangs de voleurs de bétail dans le nord-ouest, envoyer son armée en plus intervenir au Niger, en sachant que ça va réveiller... oui, non, on voit mal. Donc c'est des menaces en l'air qui décrédibilisent ces institutions régionales, y compris l'Union africaine, dont on sait que les menaces ne sont pas portées d'effet. Et c'est là qu'il y a un effet d'émulation, puisqu'il y a une sorte de modèle d'impunité. Vous faites un coup d'État militaire, vous savez qu'en réalité, personne ne sera en mesure de vous sanctionner. Donc il y a là un peu un exemple à suivre, ce qui ne veut pas dire encore une fois que derrière il y aurait forcément une puissance étrangère à la manette. Pour revenir aux relations entre Niamey et Paris, il y a donc ce bras de fer entre la présence pour l'instant maintenue de l'ambassadeur de France au Niger, et puis il y a ces 1500 soldats français qui sont accueillis pour partie sur une base à Niamey. Vous avez beaucoup travaillé bien sûr sur le Sahel, le djihad notamment. Est-ce que vous pouvez imaginer que ces soldats français un jour quittent le Niger, et avec ce départ... Oui, je pense qu'à terme ils vont quitter le Niger. Maintenant, les grands gagnants dans l'histoire, vous le voyez bien, ce sont les groupes djihadistes, indéniablement. Ce qui montre à quel point en fait l'enjeu fondamental, c'est d'ailleurs pas tant le djihadisme, c'est la fragilité des États dans la zone, qui a très largement contribué à la façon dont certains groupes ont récupéré l'islam pour projeter, manifester leur désapprobation vis-à-vis des régimes tant civils que militaires qui sont corrompus, qui sont oppresseurs, etc. Et aujourd'hui, la désorganisation des États au Sahel contribue très largement finalement à la résilience de ces groupes djihadistes. Et c'est pas parce que ces groupes djihadistes sont soutenus, alors je disais pour les militaires par une puissance étrangère, là par Al-Qaïda ou l'État islamique, c'est pas à cause de ces soutiens, qui sont d'ailleurs assez ténus, que ces groupes djihadistes sont résilients, c'est parce qu'en face il n'y a rien. Qui pour les contrer demain ? Quand vous êtes occupé à faire un coup d'État, vous êtes dans la capitale, vous
n'êtes pas en train de faire le combat dans les maquis où se trouvent les groupes djihadistes. Donc les zones rurales, aujourd'hui, elles sont gangrenées par ces groupes qui se réclament pour certains de l'islam, d'autres non, parce qu'il y a beaucoup de bandes armées dans la zone. À la fin, on a beaucoup de mal, finalement, à démanteler les pièces du puzzle et à savoir qu'est-ce qui relève vraiment d'une motivation djihadiste ou alors purement criminelle, ce qui relève du vol du bétail, etc. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une violence qui se propage et qui déstabilise toute la zone. Et là, 1500 militaires français, de toute façon, n'en peuvent mais. Donc, c'est pas ça qui va résoudre la situation. Donc, de toutes les manières, même sur le plan stratégique, mieux vaut se retirer du Niger. Maintenant, ce qui importe, ce sont les conditions du retrait. C'est pas tant le principe en tant que tel. Mais quoi qu'il en soit, l'avenir semble assez obscur pour cette région. Oui, assez sombre, malheureusement. Oui, tout à fait. Merci beaucoup Marc-Antoine Pérouse de Monclos d'être venu ce matin sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre livre qui fait écho donc à ce dont on parlait à l'instant, le dernier, Un djihad sans foi ni loi, terrorisme et insurrection en Afrique, qui est sorti aux éditions du PUF. Merci beaucoup. Les éditions du PUF, oui, c'est ça.